Bonjour et bienvenue sur le stand Sanofi. Merci d'être avec nous pour découvrir comment nous poursuivons les miracles de la science pour sauver des vies. Et pour cela, je vous invite à accueillir très chaleureusement notre prochain intervenant. On va parler de la manière dont l'intelligence artificielle transforme justement le parcours de santé vers une meilleure prise en charge. Merci d'accueillir le responsable de la data et de l'intelligence artificielle au sein de Sanofi, Bruno Gagliardo. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci de venir sur le stand de Sanofi pour découvrir ce qu'est l'IA au sein de Sanofi. Pour ma part, je vais donc vous emmener dans ce parcours de l'IA au sein de Sanofi. Tout d'abord, on va voir aussi où est-ce que tout ça a commencé, pourquoi l'IA au sein de Sanofi. Je vais passer à cette seconde. Donc, où tout a commencé, je vous laisse avec notre PDG. Leading pharmaceutical company using AI at scale. Donc ça, c'est les quelques mots qui ont été prononcés par notre PDG et qui a mis en fait le cap pour l'entreprise il y a plusieurs années de ça, à peu près 4-5 ans. Et l'ambition de Sanofi, c'est de faire de l'IA à l'échelle, d'être la première pharma à adopter l'IA à l'échelle. Et tout ça dans un but bien précis, c'est d'accélérer notre capacité à livrer des solutions aux patients. Vous devez peut-être savoir que pour créer... Pardon, je suis un peu malade, alors vous m'excuserez si je tousse un peu. Donc pour créer un médicament, c'est un cycle qui prend de 10 à 12 ans. Okay, pour passer du concept d'une molécule à un médicament. Et donc, on souhaite utiliser l'IA à l'échelle pour pouvoir simplifier nos processus, pour pouvoir ensuite accélérer l'ensemble de nos process, simplifier l'utilisation de l'IA pour l'ensemble de nos collaborateurs, aussi au travers de mécanismes d'adoption, c'est-à-dire pouvoir fournir des solutions qui soient accessibles par nos collaborateurs et en même temps accompagner les collaborateurs dans cette adoption de l'IA à l'échelle au sein de l'entreprise. Associé à ça, on doit aussi être capable d'apporter un support, on va dire les conditions pour pouvoir faire de l'IA à l'échelle. Et donc je vous parlerai un peu vers la fin de cette présentation de comment les équipes data et numérique en fait participent à ça. Donc je parlais des aspects de simplification. On a l'ambition de simplifier nos process, de pouvoir amener en fait différentes solutions que vous pouvez voir ici sur nos stands. Je vous encourage à aller voir les différents stands ici qui vous montreront de manière assez pratique quels sont les applicatifs digital, enfin numériques que l'on met à disposition de nos employés. Sur l'ensemble des processus de Sanofi qui partent de la recherche en passant par les études cliniques, aux aspects d'industrialisation et enfin tous les aspects de commercialisation de nos solutions thérapeutiques. Alors, pour simplifier les choses, on a catégorisé nos IA et nos applicatifs en 3 grandes catégories. La catégorie expert, donc ça va être des solutions, des applicatifs qui vont être à destination de publics bien précis au sein de Sanofi. Un chercheur qui va devoir en fait être capable d'analyser la littérature et l'ensemble de la littérature scientifique et de pouvoir questionner la littérature scientifique et obtenir des réponses assez rapidement. Donc imaginez du chat GPT mais très précis sur des aspects de recherche. Ça va être, en mode expert, ça va être des outils qui vont permettre aux opérateurs sur
les chaînes de production, de prendre des décisions ou d'anticiper la maintenance de machines-outils sur les chaînes de production. Donc c'est ce qu'on appelle donc les outils experts. On a une deuxième catégorie qui est la catégorie on va dire snackable, donc c'est vraiment des outils qui sont à destination d'une grande majorité d'utilisateurs au sein de l'entreprise. Un des exemples ici qui est marqué, qui s'appelle Play, une application que vous avez de l'autre côté que vous pourrez aller voir. L'application Play, c'est une application qui est là pour aider à la prise de décision, à créer des scénarios, à anticiper les challenges sur l'ensemble des paramètres de l'entreprise, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau du manufacturing et supply chain, que ce soit au niveau des grands développements de nos molécules et des étapes des grands développements de nos molécules au niveau des aspects recherche et clinique. Enfin, on a une troisième catégorie qui a émergé avec ChatGPT dans les années 2023. Donc on a vraiment catégorisé cette partie-là. C'est tous les aspects de GenAI et d'agentique. Donc c'est des outils qu'on a mis en lumière, mais qu'on a aussi en fait priorisé au sein dans l'entreprise, parce qu'ils peuvent apporter en fait une haute valeur ajoutée et de la valeur pour les différents métiers. Au niveau de l'ensemble de ces approches, on a un cadre aussi qui est fixé, un cadre de gouvernance et un ensemble de mécanismes, de comités de revue, d'audit, de comités d'évaluation qui nous permettent de faire de l'IA responsable. Faire de l'IA, il faut être capable de la contrôler, il faut être capable de la monitorer. Et donc on a des équipes multidisciplinaires qui participent en fait à ces évaluations. Alors je vous parlais de ces différents types, de ces grandes catégories d'IA, mais encore faut-il qu'on les adopte. Et donc pour l'adoption, en fait, on va dire différents axes et différentes approches. C'est de se dire que l'IA doit être le plus simple possible et le plus facile d'accès. Parce que l'utilisateur final n'a pas besoin de savoir qu'il y a de l'IA en dessous. Et donc on essaie de simplifier au maximum en fait les applications. Par ailleurs, et donc, je vous donne un exemple ici. C'est un outil qui s'appelle Concierge, qui est juste ici, que vous pourrez aller voir par la suite. C'est un chat GPT, on va dire, interne à l'entreprise de Sanofi, donc avec nos données, avec des données Sanofi, qui aide en fait les employés à pouvoir faciliter leur journée en leur permettant d'accéder à des agents qui sont en fait à l'arrière, donc des agents IA, pour par exemple faire le résumé de notes, faire des notes de synthèse, être capable d'analyser l'ensemble des emails qui ont été reçus par quelqu'un et pouvoir en fait créer des actions, être capable de faire des meetings, de mettre en place en fait des meetings. Donc je pose une question à l'outil, je veux dire, est-ce que tu peux me mettre un meeting avec telle et telle personne pour lundi 24. Eh ben il va en fait faire ses actions et il va faire les activités qu'on lui demande. Donc il y a un ensemble d'activités ici on va dire qui sont en fait attachés à cet outil pour simplifier finalement la vie des collaborateurs au sein de Sanofi. Donc ça c'est un exemple d'outil, et ça se matérialise par des statistiques parce qu'on suit la performance aussi de ces outils qu'on met en place au sein de l'entreprise. Quelques statistiques ici, on peut voir que il y a depuis qu'on a lancé cet outil il y a un an à peu près, on a plus de 3 millions de conversations qui ont été faites sur l'outil. Il y a plus de 60 000 utilisateurs qui ont été sur cet outil, sachant que Sanofi, c'est 85 000 ou plus d'employés, donc c'est 80% des employés de Sanofi qui utilisent cet outil. Et vous voyez que on a un score de satisfaction qui est quand même très important, c'est-à-dire que 90% des employés sont satisfaits de ce nouvel outil et donc qu'ils l'ont adopté. Alors, au niveau de l'adoption, on a mis en place pour l'ensemble des outils d'IA, on met aussi en place de grands programmes d'acculturation,
de formation au sein de l'entreprise, et on communique énormément au sein de l'entreprise. Donc ça se traduit par les chiffres que vous voyez là. Donc ça va être des sessions de communication et de training où on en a fait plus d'une dizaine de milliers. C'est quasi la totalité on va dire des Sanofiens qui ont reçu une forme de formation, que ce soit entrée de gamme jusqu'à des formations beaucoup plus poussées, même pour des professionnels qui ont besoin de réadapter la façon dont ils travaillent. Donc sur tous les sujets de GenAI, etc., les nouveaux outils, comment utiliser ces outils pour être beaucoup plus performant dans son travail. Donc tout cet accompagnement est aussi mesuré aussi par l'impact que l'utilisation de ces outils peut avoir sur l'entreprise. Et donc cette adoption crée aussi ce qu'on appelle du BOI, qui est, on va dire, une mesure du retour sur investissement de la mise en place de ces outils pour l'organisation. Et ça se compte en centaines de millions d'euros. Okay, donc des gains, donc simplification, adoption, et dans un but d'accélération. On s'est fixé des ambitions plutôt grandes. On veut être capable de diminuer par 2 le temps qu'il faut pour passer de la molécule à un traitement. Donc ça, c'est une grande ambition. C'est le cap qu'on se fixe à l'horizon 2030. Et on est tous impliqués au sein de Sanofi pour atteindre ces objectifs. L'autre aspect, c'est de faire en sorte que l'IA soit utilisée à l'échelle au sein du groupe. Que ce soit pas juste des preuves de concept ici et là et avoir des petits applicatifs en fait qui apportent pas beaucoup de valeur, mais vraiment se focaliser sur des choses qui vont apporter beaucoup de valeur à l'entreprise et qui participent à couper ce temps et à cet objectif de gain de temps. Et enfin, associer les collaborateurs sanofiens et s'assurer qu'on puisse dédier, l'ambition c'est d'avoir plus de 50% de nos collaborateurs qui utilisent, adoptent, développent de l'IA au sein de l'entreprise. Alors je vous parlais de l'ensemble de la chaîne de valeur, enfin du cycle de vie du médicament. Ce cycle de vie, c'est, comme je vous disais, 10 à 12 ans. Aujourd'hui, on a des solutions digitales qui sont en fait dans chacune de ces étapes, qui sont développées et mises à disposition dans chacune de ces étapes en collaboration avec les métiers. Donc ça passe par ce que je vous disais tout à l'heure, donc la recherche académique, comment être capable de pouvoir, on va dire, mieux comprendre les pathologies, donc utiliser de l'IA pour pouvoir en fait comprendre les mécanismes sous-jacents au niveau cellulaire, au niveau tissulaire. Et ensuite au niveau d'un patient. Ça va ensuite à la deuxième étape, donc c'est l'identification de cibles thérapeutiques et ensuite la validation de ces cibles thérapeutiques pour enfin passer au développement de molécules qui peuvent être plus ou moins complexes. Si vous allez un peu plus loin là-bas sur l'expo, vous verrez qu'en fait on a différents types de molécules qu'on produit, aussi bien des petites molécules chimiques que des molécules beaucoup plus larges type protéines ou ARN. Et donc ici être capable d'utiliser de l'IA pour générer de nouvelles molécules et pour pouvoir aussi générer les formules qui nous permettent de générer ces molécules, donc des formulations chimiques ou biochimiques. Et donc ça passe donc par ce qu'on appelle aussi lead optimisation, le design en CMC pour pouvoir en fait passer à une petite échelle de production de ces molécules, parce que ces molécules vont ensuite, après avoir été testées dans des boîtes de pétri ou on va dire dans des tubes à essai, et on va passer sur des aspects de clinique. Donc il va falloir engager des études cliniques. Pour l'engagement des études cliniques, il faut être capable de trouver des patients. Et donc pour ça, on utilise l'IA pour faire de la segmentation ou du targeting pour essayer d'identifier, de communiquer correctement vers des potentiels patients pour pouvoir les impliquer dans des études cliniques. C'est améliorer les études cliniques. Les études cliniques, c'est la partie qui prend le plus de temps. On va dire sur les
10 à 12 ans dont je vous ai parlé, c'est à peu près 8 ans, on va dire. Donc c'est une grosse partie du chemin à faire, c'est les études cliniques. Et donc on fait des études cliniques dans le monde entier avec des centaines de patients. Et donc on est capable aujourd'hui, avec certains outils en interne, d'optimiser le design en fait des études cliniques. Et ensuite d'analyser aussi les données au niveau clinique pour ensuite les soumettre les dossiers aux autorités de santé, pardon. Passer à l'étape de manufacturing. Donc manufacturing, c'est les usines. Comment faire, par exemple, au niveau des usines avec de l'IA, de la maintenance prédictive. Donc pouvoir identifier qu'une machine, anticiper avant qu'une machine ne casse, de pouvoir en fait on va dire la maintenir, changer les pièces, etc. pour pouvoir en fait faire en sorte de ne pas avoir de downtime au niveau de la production. Ensuite, on a tous les aspects de commercialisation, mais aussi des aspects d'engagement avec le patient. Il y a un applicatif un peu plus loin que vous pourrez aussi voir sur notre stand. Engager avec le patient, c'est être capable de l'accompagner dans sa pathologie, dans son traitement, l'aider en fait à être observant aussi dans son traitement. Donc ça, c'est une partie importante aussi. Et enfin, on a la partie post-marketing et la surveillance, donc toute la pharmacovigilance, et donc d'être capable d'être à l'écoute en fait des retours du terrain, de comprendre en fait si les molécules qu'on a mis sur le marché ont des effets secondaires ou même peut-être des effets positifs. Il peut y avoir aussi des effets positifs, des effets qu'on n'a pas forcément vus, qui peuvent être intéressants ensuite pour développer de nouvelles aires thérapeutiques et de nouveaux traitements pour des patients avec la même molécule. Et je vous parlais de l'expérience employée. Donc ça, c'est sous-jacent à l'ensemble de tous ces process. C'est comment accompagner nos collaborateurs pour être plus performants dans leur travail et se focaliser sur des tâches à plus haute valeur ajoutée et moins des tâches administratives. Donc ça, c'est les aspects concierge dont je vous parlais précédemment. Alors je vais essayer d'aller un peu plus rapidement parce que le temps aussi presse. L'IA générative, je vous en parle un tout petit peu. Vous voyez, il y a de l'IA générative un peu partout. C'est quelque chose qui a émergé et qui devient de plus en plus, on va dire, pervasif au niveau de l'ensemble des acteurs et aussi accessible au commun des mortels d'une certaine manière avec ChatGPT. Mais il faut savoir qu'on peut faire différents types d'applicatifs avec l'IA générative. Donc dans les domaines conversationnels, ça va être les chatbots, que certains d'entre vous ont peut-être déjà utilisé. Ça peut être des chatbots qui sont plutôt généralistes ou plutôt très spécialisés. Ça va être le traitement de documents, ça peut être la création de contenu, donc créer des images, créer de l'imagerie, mais créer aussi du texte ou créer de l'information, par exemple à destination des professionnels de santé, être capable de condenser toute une information qu'on peut avoir sur l'ensemble des publications scientifiques et à la fois des dossiers d'études cliniques, être capable de donner une information pertinente et de créer cette information pertinente avec de l'IA générative. C'est pouvoir traiter de la donnée et donc de comprendre en fait peut-être des patterns au sein de la donnée par l'intermédiaire de l'IA générative. Et enfin, donc la R&D, je vous en parlais déjà précédemment. L'IA générative aussi a un énorme impact là-dessus. Alors comment on le fait au niveau du numérique, dans les équipes numériques? On a développé des plateformes d'entreprise dans lesquelles on va avoir différents briques fonctionnelles. Des briques fonctionnelles, alors ça passe par établissement de standards, des standards de développement technique, mais ça passe aussi par comment mettre à disposition en fait la donnée, puisque la donnée a besoin d'être dans un certain, on va dire dans un certain format, avoir des banques de données spécialisées qu'on appelle des banques vectorielles, utiliser des modèles à l'échelle. Donc quand je parle de modèles à l'échelle, vous avez tous entendu parler de Mistral, on utilise des modèles de chez Mistral, les modèles de OpenAI, les modèles d'Anthropic, donc les différents modèles et les grands acteurs et les modèles, on va dire généraux, des modèles beaucoup plus spécialisés. Donc ça, c'est ce que la plateforme permet à nos utilisateurs en interne d'utiliser pour pouvoir construire leurs outils. Et par-dessus, donc d'avoir en fait d'autres briques fonctionnelles en fait qui se rattachent pour pouvoir ensuite créer un applicatif, soit on va dire mobile ou un applicatif web pour les utilisateurs. Alors, nouveau concept.
on parlait d'agents agentic, donc ça, le Gen AI c'était assez statique. Là, l'agentic, c'est pas juste une petite interaction qu'on va avoir, c'est aussi lui donner en fait des actions à faire. L'agentic, c'est quoi? C'est faire l'observation, la planification et prendre une action. Donc les outils d'agentic en fait permettent de faire ça, mais pour ça ils ont besoin d'avoir une mémoire, une capacité de raisonnement et enfin la connectivité avec les outils sur lesquels ils vont pouvoir faire ces actions. Okay. Donc ça c'est vraiment, on va dire, en pleine expansion. Et vous le voyez aussi pour les outils qui peuvent être ici à Viavatech sur d'autres domaines. Donc c'est un domaine qui est en expansion et donc qui va permettre aussi de faciliter, d'accélérer en fait la productivité pour nos employés. Au niveau de l'agentic, ici quelques exemples, mais bon, je passe assez rapidement, mais ça reprend un peu tout ce que je vous disais précédemment sur les différents éléments au niveau de la chaîne de valeur et quelques éléments ici, quelques exemples de sujets sur lesquels en fait ou de produits digitaux qui ont été développés. Certains sont notamment, par exemple, de ce côté-ci, littérature research. C'est quelque chose que vous pouvez aller consulter juste après pendant votre petit tour sur notre stand. Faire des agents, c'est aussi, il y a une complexité derrière. Donc on met en place un ensemble de mécanismes pour s'assurer que les produits digitaux, produits numériques, pardon, les applicatifs numériques que l'on met en place sont au bon niveau des standards. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les agents qu'on peut avoir sur l'étagère et qu'on est en train de développer. Donc avoir une sorte de marketplace et avoir un catalogue de ces agents, bien les définir, bien comprendre quelles sont les actions qu'ils vont faire, bien mettre en place l'ensemble des mécanismes d'accès, puisque un agent que l'on déploie au sein de l'entreprise, eh ben, il a besoin de pouvoir interagir avec le bon utilisateur. Donc si par exemple j'ai des agents qui sont derrière l'outil concierge dont je vous parlais tout à l'heure, il faut que cet agent il comprenne automatiquement, oui, en fait c'est bien Bruno qui s'est connecté et qui va demander certaines choses et les réponses ou les activités que je vais pouvoir faire, elles sont autorisées par cette personne. Donc il y a pas mal de mécanismes à mettre en œuvre. Il y a des mécanismes aussi de contrôle et de maintien de ces solutions toujours à bon niveau de performance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles, les LLM, etc., ça évolue. Et donc, il y a des différentes versions. Et donc, il faut pouvoir manager en fait, ces différentes versions, faire en sorte que l'applicatif évolue avec ça et que l'applicatif n'ait pas de biais associé ou qui continue à faire ce qu'il est censé faire. On a tout un cadre aussi de gouvernance qui est mis autour de ça. Gouvernance autour de la donnée, parce que la donnée, c'est ce qui est le cœur et le moteur en fait, de ces outils de générative AI et de ces agents. Si on met de la mauvaise donnée, forcément il va faire les mauvais raisonnements et donc au final il ne va pas forcément faire l'action qu'on attendait de lui. Et enfin, un autre élément qui est très important, c'est l'aspect programme, c'est-à-dire être capable d'évaluer l'ensemble des besoins et des demandes au sein de l'entreprise. On a une demande très importante de construction d'agents au sein de l'entreprise, mais on est aussi des équipes limitées. Donc l'idée, c'est de pouvoir prioriser au maximum quels sont les agents qu'on va vouloir construire au sein de l'entreprise, ceux qui vont apporter le plus de valeur pour nos utilisateurs finaux et puis aussi pour cet objectif dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la diminution du temps qu'il faut pour passer de la molécule au traitement. Alors, juste quelques slides ici d'ouverture. Je vous ai parlé de ces différents types d'IA, de Generative AI, d'agents. Ça s'inscrit aussi dans une vue un peu plus générale qui est la médecine de demain. La médecine de demain, avec l'ensemble de ces outils d'IA, on sait tous qu'on est différents. Deux patients, en fait, peuvent avoir peut-être la même pathologie, mais et à qui on va pouvoir peut-être donner la même drogue, mais ils vont avoir une réponse en fait totalement différente.
Et donc l'ambition, et ce que vous pouvez voir, que ce soit à Vivatech ou même au sein de Sanofi, c'est d'utiliser aussi l'IA pour pouvoir identifier les patients qui pourraient avoir une réponse potentielle ou une meilleure réponse, donc pouvoir anticiper en utilisant à la fois de la data, à la fois des conclusions qui viennent de la data et des patterns qu'on peut voir, et utiliser l'intelligence artificielle pour apporter une meilleure réponse dans le cadre de médecine personnalisée à des patients. Donc se dire qu'on est capable d'identifier des patients à haut risque en amont, de pouvoir apporter en fait des solutions de traitement optimisées. Donc ça c'est un challenge aussi pour les professionnels de santé. Donc quelle est la combinatoire de médicaments qu'il faut peut-être donner pour certaines pathologies, des pathologies qui peuvent être lourdes. Et ensuite, donc, comme je vous disais, essayer d'aller de l'avant avec l'IA pour pouvoir à faire de la médecine de précision dans notre champ, c'est l'immunoscience, parce que Sanofi est spécialiste de tout ce que est inflammation et immunologie, mais donc c'est l'ensemble des données et l'ensemble des patterns qu'on peut utiliser et d'IA qu'on peut utiliser pour faire cette médecine personnalisée. Alors, je vous ai parlé de simplification, d'adoption, d'accélération, mais tout ça, en fait, il faut être capable en tant qu'équipe numérique data, de pouvoir mettre en place des mécanismes pour soutenir ces ambitions à l'horizon 2030. Donc il y a deux aspects. Il y a un aspect où il faut être vraiment très précis sur quelle est la valeur que les outils qu'on construit vont apporter à l'entreprise. Donc il y a un ensemble de choses qu'on met en place, donc que je vais vous présenter juste un peu après. Et le deuxième aspect, donc d'un côté la valeur, le deuxième aspect c'est aussi de pouvoir prioriser et de construire ces éléments fondationnels qui sont un peu le dessous de l'iceberg, moderniser l'infrastructure, trouver les bons partenaires technologiques, trouver les bons softwares pour pouvoir, ou les bonnes bases de données, etc. Enfin, tous les outils en fait qui vont permettre de construire ces solutions. Donc, et comme je vous le disais précédemment, ces outils-là ont évolué énormément. Donc pour les personnes qui sont dans le numérique, vous avez pu voir que dans les 2-3 dernières années, en fait, l'accélération au niveau technologique, c'est quelque chose qui est plus qu'exponentiel. Autant avant, il fallait se tenir à jour sur les aspects technologiques, on va dire, tous les 6 mois, ça changeait. Là, bon, tous les 3 mois, tous les mois, il y a quand même des nouveautés qui arrivent. Et donc, c'est assez impressionnant. Donc voilà, ces deux aspects, à la fois la valeur, à la fois moderniser et améliorer en fait le sous-jacent et les outils pour pouvoir y parvenir. Donc d'un point de vue des équipes digital data, on se focalise vraiment sur le fait qu'on doit avoir dans l'entreprise de la data by design, que l'ensemble des collaborateurs en fait soient sachant qu'il y a une démocratisation de la donnée, qu'il y ait une accessibilité de la donnée, qu'il y ait la capacité d'interopérer cette donnée au sein de l'entreprise. D'utiliser cette donnée de manière éthique, de pouvoir la catégoriser. Toutes les données ne sont pas utilisables comme ça. Pour certains, vous connaissez la GDPR, donc c'est utiliser les données à bon escient avec l'accord, par exemple dans le cadre d'études cliniques, avec l'accord des patients, pouvoir utiliser les données dans un premier temps pour l'étude clinique, mais peut-être pouvoir réutiliser les données pour d'autres études cliniques ou pour des champs un peu plus larges, pour des études sur d'autres pathologies. Donc ça demande de gérer les données, on va dire, de manière donc de le faire à l'échelle, de le faire avec les bons outils et de le faire avec la bonne gouvernance. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. J'ai tendance à dire ou à comparer, mes parents étaient restaurateurs, donc je compare avec la cuisine. Faut imaginer en fait que la data, c'est quoi? C'est les ingrédients qui vous permettent de faire votre plat. Et donc ça passe par différentes étapes. Il faut que l'ensemble des collaborateurs soit le plus soigneux avec ces données. Pourquoi? Parce que ces données vont être ensuite utilisées dans des outils et des applicatifs dont je vous ai parlé. Donc l'autre aspect, c'est les aspects d'IA par design. C'est-à-dire que d'un côté, je fais en sorte d'avoir mes données qui soient les plus pertinentes, les plus cadrées possibles, et de l'autre côté, il faut que je fasse en sorte aussi de cadrer l'IA, et donc de pouvoir monitorer, de pouvoir savoir quels sont les IA que je peux utiliser, dans quel cas d'usage, est-ce que c'est éthique ou pas, pouvoir avoir une visibilité d'ensemble sur les outils d'IA qui ont été développés et les méthodologies. Donc ça, c'est aussi on va dire le deuxième aspect. Et tout ça, ça passe par une compréhension au niveau
de l'ensemble des collaborateurs. Donc une acculturation de ce que peut amener la data et l'IA pour l'entreprise. Une de mes dernières slides, être capable donc de pouvoir mettre en place cette stratégie data au sein du groupe, ça demande de s'appliquer des principes. Ici, donc, on a 9 principes qui ont été mis sous vos yeux. S'assurer qu'on a toujours un alignement stratégique, s'assurer qu'on accélère la capacité de découvrir la donnée qui est disponible au sein de l'entreprise, qui serait de la donnée interne ou de la donnée externe qu'on acquiert. C'est de faire en sorte qu'on accélère aussi le fait que l'IA est prête à recevoir cette donnée et qu'on a l'ensemble des mécanismes en place au sein de l'entreprise pour pouvoir faire de l'IA. S'assurer qu'on a la capacité de réutiliser des modèles, réutiliser des bouts de code, réutiliser de la data. Donc la réutilisabilité, la réusabilité, c'est vraiment important. Faire de l'innovation à l'échelle, créer de la valeur et réaliser cette valeur. Donc ça veut dire aussi traquer au jour le jour aussi, enfin avec des mécanismes de revue périodique des sujets, si on apporte de la valeur à l'entreprise. Et des éléments aussi de gouvernance et d'anticipation sur le futur, sur la technologie. Je vous laisse avec cette phrase qui est quand même aussi importante à garder à l'esprit. C'est que l'IA, c'est une grande révolution technologique. Cette révolution technologique, je pense qu'il faut l'embrasser, il faut aller avec. Donc l'IA ne remplacera pas les humains. Par contre, un humain avec de l'IA aura peut-être tendance à remplacer, on va dire, un humain. Donc l'idée, c'est d'utiliser l'IA de manière consciente, responsable et éthique pour pouvoir augmenter nos capacités et améliorer, dans le cadre de Sanofi, améliorer les solutions qu'on veut apporter aux patients et essayer de les apporter le plus vite possible à nos patients. Donc je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse. Je pense qu'on a peut-être quelques minutes pour une question ou ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci à toi. On parlait vraiment de l'adoption holistique. C'est très intéressant ce que vous pouvez faire au sein de Sanofi. Alors, est-ce qu'il y a des questions justement dans la salle? On a quelques minutes. Et on enchaînera directement. Bonjour, merci pour cette présentation. Néanmoins, j'avais une question. Pour mettre de l'IA, il faut... Bon, j'ai vu que vous êtes Head of Data, donc responsable de la data. Ça veut dire qu'il y a toute une restructuration à faire parce qu'il y a tout un patrimoine à récupérer. Ou est-ce que la stratégie de Sanofi, c'est de se dire on part que sur les nouveaux projets et après, une fois qu'on a l'habitude, on reprend le legacy, l'héritage, et on va nettoyer cette donnée, d'où le travail des data analystes, etc., etc. Et à partir de là, une fois que la data est OK, on met en place les stratégies IA. Ou comment ça s'orchestre tout ça? Comment ça se déploie? Très bonne question. En fait, on fait les deux. Et quand je dis on fait les deux, c'est que Sanofi, c'est une vieille maison, une accumulation de technologies, une accumulation en fait de données à différents endroits. Et en fait, on a besoin d'améliorer nos process en interne et dans le traitement de la donnée, donc s'occuper du legacy. Mais l'approche qu'on a prise, c'est de partir en fait des cas d'usage et donc de prioriser les cas d'usage et d'utiliser ces cas d'usage pour pouvoir en fait moderniser l'infrastructure aussi au passage. L'infrastructure, les données, donc tout renettoyer au passage. Dans certains cas, on va peut-être ajouter des nouvelles briques fonctionnelles, mais dans d'autres cas, ça va être, non, on utilise ce cas d'usage pour en fait tout revoir et refaire la maison du sol au plafond, d'une certaine manière, pour pouvoir ensuite être capable d'utiliser au mieux et de pouvoir, si le premier cas d'usage améliore la qualité de la donnée A et de la donnée B, le cas d'usage numéro 2 n'aura pas besoin de refaire. S'il a besoin de ces données-là, il n'aura pas besoin en fait, de refaire en fait, cet exercice. Donc il y a un espace qu'on utilise qui est vraiment orienté par la gouvernance projet qui nous permet en fait, de faire cette modernisation. Sur les 4 dernières années, on a fait un mouvement très drastique. On a fait un énorme mouvement vers le cloud. On a remis à plat des centaines de data warehouse au sein de chez Sanofi, des milliers de pipelines, ne serait-ce qu'aux affaires industrielles, enfin anciennement affaires industrielles, mais manufacturing. C'est 5800 tables et des milliers de pipelines qui ont été comme ça restructurés
et qui permettent et qui donnent maintenant de la valeur en fait à nos utilisateurs finaux. Et vous avez un métier spécifique? Parce que comme vous l'avez dit, pour placer de l'IA, il faut qu'il y ait de la valeur. Est-ce que c'est plus de la production? Est-ce que c'est plus de l'analyse? Est-ce que c'est plus les tests des médicaments ou autres? Sur quel domaine il y a une priorité où il y a le plus de valeur ajoutée? Sur quel domaine? On a des domaines en fait, je parlerai pour les domaines sur lesquels... Domaine ou métier, hein, je sais pas. Ouais, sur les domaines sur lesquels en fait moi je travaille, qui sont au sein des accélérateurs Sanofi, on a quelques projets qui sont, enfin quelques produits stratégiques qui peuvent être au niveau du manufacturing et du supply chain, donc d'être capable d'améliorer la production de batch ou la maintenance prédictive, ou enfin voilà. Donc il y a des grands champs, et puis je vous parlais de la clinique tout à l'heure. Vous allez avoir, il y a quelques exemples ici au niveau de la clinique, c'est la partie qui prend le plus de temps. Faire des études cliniques, c'est 8 ans, enfin c'est le gros du gros de l'activité. Donc on a pas mal d'outils qu'on essaie de mettre dedans pour aider à simplifier les processus. Est-ce qu'on a une autre question? Une deuxième question et après on clôturera, mais Bruno, tu restes avec nous, donc on pourra poser une autre question. Oui, bonjour. En fait, je suis président d'une association de veille stratégique, et donc cette année, on a fait tout un cycle sur la cybersécurité de l'IA. Et donc, bon, j'étais un peu choqué parce que vous n'avez presque pas parlé de sécurité. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots juste pour rassurer tout le monde? Merci. Oui, alors la cybersécurité, on va dire, c'est la base de l'ensemble des activités numériques. On a des équipes de cybersécurité dans lesquelles en fait, nos experts travaillent en collaboration avec les équipes de la data et de l'IA. On a aussi des collaborations avec des consortiums ou avec des instituts de recherche sur lesquels en fait, on va vouloir implémenter en fait, des nouvelles méthodologies au niveau de la cybersécurité. Mais c'est vraiment un partenariat multidisciplinaire. Il y a un partenariat au sein de l'entreprise qui est multidisciplinaire. Donc quand on développe quelque chose, je vous parlais du cadre d'IA responsable précédemment. Le cadre d'IA responsable, en fait, au sein de ces comités de revues, d'applicatifs ou avant les mises en production, en fait, on a des experts au sein de ces comités qui sont à la fois les architectes d'entreprise, la cybersécurité, nos équipes de risque et compliance. Et donc ça fait partie intégrante de la façon dont on travaille aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup à toi, Bruno. On peut t'applaudir à nouveau. Merci beaucoup à vous. Tu restes quelques minutes. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à échanger directement. Merci. On va enchaîner dans quelques instants avec notre prochain intervenant. Restez avec nous. N'hésitez pas aussi à visiter le stand. Il y a plein d'innovations. Et on va enchaîner maintenant avec un sujet qui nous importe. Évidemment, vous avez compris qu'on utilise beaucoup la technologie, l'innovation pour poursuivre les miracles de la science et sauver des vies, sauver nos vies. Et on va parler maintenant de comment l'intelligence artificielle transforme ce parcours de santé pour une meilleure prise en charge. Merci d'accueillir le responsable de l'expérience digitale patient, Fabrice Boquillon. Il est là, tout va bien. Je t'avais bien repéré, Fabrice. Je savais que tu étais là. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous, Fabrice, pour cette session en français, puisque ça va être il nous vient des États-Unis. Voilà, il nous vient des États-Unis exprès. Bon, tu es français quand même, donc à force de parler anglais. Alors, Fabrice, première question avant de rentrer dans le détail de ce parcours de soins et comment vous l'améliorez. Moi, j'ai une question pour vous. Cher public, merci d'être avec nous pour suivre cette session sur la meilleure prise en charge des patients. On est tous potentiellement des patients, on est tous potentiellement des aidants de personnes qui sont des patients. Alors, j'aimerais vous poser la question suivante. À votre avis, à partir du moment où on devient un patient, le moins possible, je l'espère, en tout cas rien de grave, est-ce que nous sommes capables de suivre notre traitement de A à Z? S'il y a 100% de patients, combien suivent leur parcours intégralement entre le début et la fin? À votre avis, combien disent 100%? 100% des patients qui commencent leur thérapie vont jusqu'au bout.
50%, vous y croyez pas trop. Ok, 50%. Non. Il y a le loto ce soir, hein, donc on est sur les pronostics. 40%. 30%, 40%, 30%. Ok. 10%. D'accord, ok, très bien. Alors, Fabrice, quel est le score? Alors, pendant que je me battais avec le clicker, le Ah score bon. était déjà affiché. Ah bon, c'est pour ça. Oh, bah En ça fait, va pas alors, moi je c'est- vois pas tout. C'est difficile à croire, mais en fait, il y a à peine 10% au mieux des patients qui atteignent complètement leur parcours thérapeutique, comme on appelle ça. C'est-à-dire que les gens, on les perd en cours de route. Alors maintenant, si ça remarche, je vais essayer de redémarrer. Est-ce qu'on peut appuyer sur la prochaine slide, Cédric, Je crois s'il te plaît? je crois que le clicker, il a un petit problème de pile, peut-être. Voilà, ça vient. Non. En fait, derrière, ça vient. Non. C'est bon. Voilà, super. Tu veux revenir? Ouais, j'essaye. Tu veux revenir sur... Voilà. Ouais, je vais rester là. On va revenir juste celle d'avant, Cédric, si tu veux bien. En fait, Voilà. C'est l'écran qui s'affiche, qui a du mal, mais derrière, ça s'affiche. ouais. Merci. En fait, un parcours de patient, c'est souvent compliqué pour plein de raisons. D'abord, il faut réussir à se faire diagnostiquer. Et ça peut être un challenge en soi. Une fois qu'un diagnostic a été établi, et donc ça crée des frictions. Il y a des patients qui sont jamais diagnostiqués, ou ça prend des années pour se faire diagnostiquer. Par exemple, sur les maladies rares, c'est 8 ans en moyenne pour atteindre un diagnostic. 8 ans. 8 ans en moyenne. Et puis une fois qu'on a été diagnostiqué, il faut trouver le bon traitement. Pas un traitement qui marche un peu, mais le traitement le plus efficace pour une pathologie donnée, pour une personne donnée. Et puis une fois qu'on en est là, en fait, il y a un deuxième parcours qui démarre, c'est celui vraiment du patient. On a une prescription thérapeutique, et là on va démarrer cette prescription. Et ensuite adhérer à cette prescription. Alors démarrer une prescription, ça peut dire ok, je vais prendre mon médicament, mais ça peut vouloir dire aussi apprendre à s'injecter soi-même dans le cadre du diabète ou d'une maladie immunologique. Ça peut être aller à un centre d'infusion pour avoir des infusions de façon plus ou moins régulière. Et tout ça, ça crée des complexités. Et à chacune de ces étapes, ce qu'on appelle les moments qui comptent, on perd des patients en cours de route. Et in fine, quand on fait le grand total de tout ça, on a perdu 90% des patients, ce qui est assez incroyable. C'est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'on se dit que ça nous est tous arrivé. Combien d'entre vous ont démarré un traitement et l'ont arrêté avant la fin? Avouez, moi je lève la main. Hein. Bah oui, on est beaucoup. Beaucoup d'entre nous en fait ne vont pas au bout. Concrètement, si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose qui a été mis en place. Quel est l'outil? De quoi on parle? C'est quoi la technologie? Alors, on ne parle pas vraiment d'un outil, on parle de classe d'outils. Et en fait, on essaye d'adresser chacun de ces moments qui comptent avec la bonne réponse, la bonne technologie évidemment, mais aussi la bonne réponse pour les praticiens et pour les patients. Et pour ça, chez Sanofi, on a créé une équipe. Je vais aller un peu de l'avant. Donc on a démarré il y a quelques années, et il y a un peu exactement un an en fait, on a créé une équipe que j'ai le plaisir et la chance de diriger, qui s'appelle Digital Patient Experience, l'expérience patient digitale en français. Et notre objectif, c'est de laisser, je le lis en fait, je l'ai jamais fait en français celui-là, c'est de ne laisser personne sans diagnostic ou sans traitement. C'est aussi simple que ça. Et en fait, on avance avec les patients dans leur parcours pour leur donner des réponses à chaque étape. Très bien. Alors, on va peut-être parler de quelque chose que tu as mentionné au début, les maladies rares. Une première question. Combien de maladies rares, tu disais, il y a dans le monde? Alors, en fait, suivant les sources qui diffèrent un peu, on pense qu'il y a aujourd'hui connu de la science médicale entre 8 et 9 000 maladies rares. C'est un chiffre assez impressionnant. Et aujourd'hui, on arrive à en diagnostiquer combien et quel outil nous aide à le faire? Alors, ça va être mon premier exemple, un premier outil qui s'appelle Accelerare, qu'on a développé en France, qu'on a déployé en France pour la première fois il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, qui est maintenant disponible au Maroc, en Égypte,
en Afrique du Sud. On est en train de discuter son déploiement au Canada, aux US et dans d'autres pays. En fait, aujourd'hui, avec l'IA, donc avec notre IA qu'on a co-développé avec une start-up qui s'appelle Medvir, on arrive à diagnostiquer, et je vais dire pré-diagnostiquer, je vais expliquer pourquoi, 270 maladies aujourd'hui. Et on ajoute une 50aine de maladies par an. Alors pourquoi on fait ça ? Parce qu'en fait, si vous remontez une centaine d'années en arrière, on prenait le cerveau d'un être humain qui s'appelle un médecin, on disait dedans on va vous mettre une centaine de maladies, une centaine de médicaments, et puis vous allez trouver là-dedans tout ça, hop, ça rentre dans une boîte crânienne bien faite, et vous allez nous trouver la solution à tous les problèmes. Donc, comme je disais, là maintenant on pense qu'il y a plutôt 10 à 15 000 maladies rares. Il y a des centaines de milliers d'approches thérapeutiques disponibles à la médecine mondialement. Et ça rentre pas dans une boîte crânienne, aussi bien faite soit-elle. Et donc, en fait, ce qu'on essaye de faire, et si vous étiez là un peu avant sur d'autres présentations, ce qu'on essaye de faire, c'est d'augmenter l'humain. En fait, c'est de fournir des outils qui vont permettre aux médecins d'accélérer le diagnostic. Et alors, on va prendre peut-être un exemple de maladie spécifique. Oui, alors, à chacune de ces étapes, le diagnostic, la réponse thérapeutique, l'engagement de la thérapie et l'adhérence, on applique des tactiques qui sont assez générales, comme Accéleraire. On va essayer d'aider et d'accélérer. Alors, pour information, Accéleraire, je vous disais, c'est 8 ans en moyenne pour faire un diagnostic maladie rare. Accéleraire, c'est 8 minutes en moyenne. Donc, on n'essaye pas de grappiller des jours ou des semaines. On essaye de complètement transformer la façon dont on diagnostique. Et une fois qu'on a fait un pré-diagnostic, on a des outils de plus en plus spécifiques qui nous permettent d'avancer dans la précision du diagnostic. Alors, je vais donner l'exemple, toujours dans cette thématique de Fabry. Donc, la maladie de Fabry, qui est une maladie rare, extrêmement grave. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise différents modèles prédictifs pour essayer d'identifier, de géolocaliser des populations dans lesquelles on pense. Là, il y a peut-être un patient Fabry dans cette zone parce qu'on a vu un faisceau de recherche, d'examens de laboratoire, de médecins qui posent des questions à Google, etc. Et on essaye d'identifier, de géolocaliser des patients potentiels pour aller les chercher, pour informer le système. Et peut-être pour ceux qui ne connaissent pas la maladie de Fabry, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, la maladie de Fabry, c'est une maladie génétique dégénérative qui attaque les tissus musculaires et neurologiques. Et est-ce que cette stratégie de le géolocaliser justement où pourraient se situer ces patients marche ? Est-ce que c'est une stratégie qui fonctionne ? Et c'est là où on en est dans l'approche et la création de cette équipe, c'est de démontrer que toutes ces tactiques, toutes ces technologies fonctionnent. Alors la maladie de Fabry, je l'ai pris en exemple parce qu'en fait un patient Fabry, entre le début des premiers symptômes, les gens qui commencent à visiter leur médecin en disant il y a un truc qui ne va pas là, et le moment où on a déterminé avec certitude que c'est un patient Fabry, ça prend 20 ans en moyenne. D'accord ? Donc là, avec ces techniques de géolocalisation, on passe d'années à semaines. Et puis, comme il y a un composant génétique dans la maladie, en fait, ce qu'on fait, c'est une fois qu'on a trouvé un patient, on propose un screening basé sur des critères génétiques de membres de famille potentiels qui présenteraient les mêmes risques. Et en moyenne, encore une fois, on trouve 5 patients supplémentaires. Donc potentiellement des gens, généralement à ce stade des enfants, on est en pédiatrie là, qui n'ont pas de symptômes du tout, qui n'ont pas du tout été diagnostiqués, qui sont absolument pas malades. Et là, on arrive à passer d'une médecine qui est réactive à la base, on essaie de traiter quelque chose qui ne va pas, à une médecine qui devient proactive ou même prédictive, où on essaye d'anticiper pour donner les conseils et donner les réponses thérapeutiques nécessaires en préparation. Ça, c'est très intéressant. Et une fois que le diagnostic est fait, qu'est-ce qui se passe ? Alors, comme je disais un petit peu avant, une fois qu'on a été diagnostiqué, ça ne veut pas dire qu'on a une réponse thérapeutique. Bien souvent, comme j'expliquais aussi un petit peu avant, ça peut être compliqué pour les médecins de comprendre quelle est la bonne réponse thérapeutique. Il y a des nouvelles approches thérapeutiques, des nouveaux médicaments qui sont créés tous les ans. Les médecins ont besoin de se mettre constamment à jour. Ça peut être compliqué pour un patient
d'aller dans le bon centre spécialisé. Si vous avez récemment essayé de prendre un rendez-vous chez un dermatologue en France, en Allemagne ou aux États-Unis, vous savez que ça peut prendre des mois. Donc parfois, on a des patients qui sont dans une situation critique ou avec ce qu'on appelle une flaire, un moment où ça va vraiment pas bien. Et pour autant, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois pour avoir un bon rendez-vous. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de casser cette logique-là. Donc s'assurer que tout le monde, qu'on sait prioriser les patients, non pas en fonction de qui a pris un rendez-vous en premier par exemple, mais en fonction de qui est le plus à risque, ou pas en fonction de j'ai la chance d'habiter la porte d'à côté du bon hôpital, ou quelqu'un en Afrique qui va devoir marcher 2 jours pour aller se faire diagnostiquer dans un centre d'oncologie par exemple. Et est-ce que vous avez des stratégies ciblées à chaque stade pour différentes maladies, justement? Oui, alors ce qu'on fait, encore une fois, à chaque fois, donc voilà, on a des outils un petit peu génériques qui identifient où sont les problèmes. On a ce qu'on appelle, nous, des care gaps, c'est-à-dire des déficiences du système de soins, dont on fait partie. Hein. C'est pas un acteur en particulier, mais il n'y a pas d'hôpital à cet endroit-là, il n'y a pas de spécialiste à cet endroit-là. On n'est pas capable d'apporter ce type de médicament à cet endroit parce qu'il n'a pas été autorisé dans ce pays. Il y a tout un tas de raisons. Et ensuite, on essaye d'appliquer là aussi des réponses très spécifiques. Donc là, j'ai un exemple d'un ITTP, c'est un acronyme anglais, mais c'est un événement thrombotique, maladie du sang, qui génère un événement thrombotique extrêmement grave, 0 symptômes. Personne absolument pas malade. Et en général, les gens se réveillent un jour et ils sont couverts de bleu. Genre mode dalmatien de la tête aux pieds. Donc 1, c'est hyper effrayant. 2, en général, ils finissent aux urgences, quel que soit le pays. Et là, les médecins, ils savent juste pas ce qui est en train de se passer. Donc, ils démarrent des batteries d'examens sanguins et autres, et ils n'ont aucune idée de ce qui est en train d'arriver. Ils voient bien qu'il y a un problème sanguin, ils voient bien qu'il y a un problème thrombotique, c'est les bleus, mais ils savent pas du tout comment y répondre parce qu'ils n'y ont jamais été exposés. Le problème avec ce type de pathologie, c'est qu'en général, le pronostic vital est engagé en moins de 72 heures. Donc en gros, si le système n'est pas capable de répondre, les personnes décèdent dans les 3 jours, assez fréquemment. Donc ce qu'on fait là, c'est que c'est pareil, on applique du géofencing, on fait du targeting et on détecte, on croise plein de sources d'informations, par exemple les résultats des laboratoires sanguins. Donc ça, c'est des informations qui sont publiques dans beaucoup de pays. Là, il y a tel et tel type d'examens sanguins qui ont été faits. Et dans un périmètre de 1 à 5 km, on sait qu'il y a des gens qui sont en train de faire des recherches sur Google avec des mots-clés qui disent voilà, mon patient a des bleus partout, j'ai fait tel et tel examen. Et là, on sait, on suspecte qu'on a un patient qui est en défaillance avec une thrombose ATTP grave. Ce qu'on fait là, c'est qu'on dispatche nos propres médecins pour aller littéralement taper à la porte de l'hôpital et leur dire là, on voit ce qui est en train de se passer, voilà ce que nous on pense qui se passe et quelle réponse y apporter. Alors, ça me paraît assez étonnant, je pense qu'on est tous pareils. Une fois qu'on a le diagnostic, on a bien compris que c'est pas toujours facile, mais on a un diagnostic. On a donc finalement ensuite une prescription. Alors pourquoi en fait le patient n'arrive pas à aller au bout? En tout cas, il y a très peu de patients qui arrivent au bout. Alors en fait, on pourrait penser qu'à ce stade, le problème est résolu, mais c'est la deuxième partie du parcours santé et c'est un deuxième parcours du combattant qui démarre. Alors évidemment, en France, on a un système de soins qui est relativement sophistiqué et qui est capable d'apporter des réponses simples. Néanmoins, là encore une fois, il y a plein de raisons qui vont empêcher, prévenir les patients de prendre leur thérapie ou de la prendre correctement. Dans plein d'autres pays du monde, y compris des pays extrêmement riches comme le Japon, les États-Unis, le Canada et d'autres, les patients parfois se posent des questions sur leur capacité à payer
leur partie, le coût non couvert par les assurances maladie du traitement. Et ça peut être parfois très élevé. Ou je parlais un peu plus tôt d'injection. Quand vous découvrez que vous êtes un patient diabétique ou quelle que soit l'autre pathologie, vous allez devoir vous injecter quotidiennement ou mensuellement. Personnellement, j'ai pas un grand appétit pour les seringues. Ça fait pas très envie d'apprendre à s'injecter. Et on a des patients, par exemple, qui disent non mais ça va aller, je vais continuer de me traiter autrement, et qui tombent très malades et finissent à l'hôpital en général. Donc il y a tout un tas de raisons, encore une fois, ce qu'on appelle ces frictions qui sont créées. Et il y a plein de mauvaises raisons pour lesquelles on perd à ce stade en moyenne entre 1 et 2 tiers des patients suivant les pathologies. Donc 50%. 50%. À peu près. À peu près. 50%. Et là, je crois qu'il y a aussi une autre solution, iCare, c'est oui, ça? alors en fait, ce qu'on fait à cette étape-là, c'est qu'on a, en fait, vous l'avez compris, tout ce que j'explique, ça fonctionne sur de la donnée. C'est notre capacité à comprendre les données, générer des réponses et créer le bon engagement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on utilise toutes nos données, qu'elles soient provenues d'essais scientifiques ou de patients qu'on traite aujourd'hui, et on accumule ces données complètement déidentifiées, ça s'appelle. On ne sait pas qui sont les patients, mais on sait reconnaître les patterns de ce qui se passe, et on utilise ces données pour devenir prédictif. En fait, donc on a des modèles d'IA qui tournent, ça s'appelle NBI, Next Best Intervention, qui tournent sur ces modèles de données et qui nous permettent de dire, voilà, ces patients-là sont plus à risque que ceux-là, et de nous aider à les prioriser pour, par exemple, qu'une de nos infirmières ou un de nos infirmiers engage directement avec le patient en allant leur dire, là voilà, vous avez ce nouveau type de traitement, est-ce que vous avez besoin d'une formation pour apprendre à vous injecter correctement, par exemple. Des choses finalement très simples, mais sur laquelle, au lieu d'essayer de traiter des millions et des millions de patients et de ne pas y arriver parce qu'on n'a pas le personnel, d'utiliser l'IA pour targeter les personnes, cibler les personnes, qu'on peut en fait aider. Donc ça veut dire concrètement que ces applications, cette technologie est mise au service des patients. Complètement. Ça, c'est une bonne nouvelle. Combien de patients, tu parlais de cette application, combien de patients utilisent cette application-là aujourd'hui? Alors, au jour d'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle notre registre patient, donc c'est iCare en fait ici. On a environ 1,5 million de patients, entre 1,5 et 2 millions de patients qui sont supportés par ces algorithmes, etc. Mais ce qu'on essaye de faire, parce que tu parles d'application, en fait, c'est de trouver un moyen d'engagement qui est un peu plus ce à quoi le consommateur est habitué. Alors je parlais des prises de rendez-vous, etc. un peu plus tôt. C'est jamais drôle de devoir appeler 5 fois un cabinet médical pour trouver une date et une heure qui fonctionne et changer de planning et se déplacer, etc. Et en fait, on essaye d'apporter ça avec une expérience qui est celle qu'on a tous sur nos téléphones et les apps qui vont avec. C'est-à-dire donner un bras digital que les gens peuvent utiliser et poser une question immédiatement, question qui va être parfois répondu par un agent intelligence artificielle, ou demander un rendez-vous avec un service d'infirmier, ou même faire une téléconsultation avec un médecin au besoin. Donc ça, c'est super. Et aujourd'hui, cette application, elle existe dans quel pays? Alors ça, c'est un peu tout nouveau pour nous. On a un peu moins de 20 000 patients aux États-Unis qui utilisent cette application. On vient de la lancer en Allemagne, on a entre 100 et 150 patients, j'ai pas regardé les chiffres ce matin. Et puis on s'apprête dans les 2 mois qui viennent à la déployer dans les Émirats et au Japon. Et puis après, on a un plan de lancement. Alors, en France, cette application aujourd'hui n'est pas déployée. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir la déployer parce qu'il y a toujours des questions d'éthique en tant que manufactureur, en tant que fabricant de produits médicaux. Il y a toujours, en France et dans d'autres pays, il y a toujours une petite barrière réglementaire. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Nos réglementations françaises sont extrêmement strictes. Voilà. Ouais. Est-ce que c'est bien légitime? On parle d'applications, là, tu nous as énormément informé sur plusieurs types d'applications, mais on se demande que, c'est peut-être un stéréotype, mais on a tendance à penser que les applications, que tout ce qui est technologique, peut être un peu effrayant pour des personnes un peu plus âgées. Est-ce que c'est pour uniquement les jeunes générations ou moins jeunes, mais en tout cas qui sont habitués à la technologie?
Alors, c'est une bonne question et en général, les gens viennent me voir en me disant mais c'est que pour les Gen Z, votre truc, c'est que pour les jeunes. Et en fait, je parlais de toutes ces données qu'on a et qu'on accumule. Et en fait, ce qu'on se rend compte quand on va regarder les stats, c'est qu'il y a plus d'un tiers ou environ un tiers des gens qui utilisent ces technologies et cette application en particulier qui ont 65 ans ou plus, en fait. Donc on voit qu'il n'y a absolument pas de barrière générationnelle sur ce type d'approche. Donc ça veut dire aussi que c'est très accessible. Tout à fait. C'est très important. Avant de vous donner la parole, une dernière question pour conclure. Quelles sont les principales, si on avait à synthétiser en quelques mots, quelles sont les principales actions que vous mettez en place au niveau du parcours patient? Oui, alors, comme je disais, il y a vraiment 4 moments qui comptent, hein, le diagnostic, la détermination thérapeutique, l'engagement et l'adhérence. Mais in fine, les problèmes, si j'en reviens aux problèmes, je voulais la passer celle-là, si j'en reviens aux problèmes, on agit à 3 niveaux. Réduire le parcours du diagnostic, comme je disais, passer de 20 ans à 10 minutes sur certaines étapes. La deuxième partie, c'est vraiment combler les lacunes de soins, ce que j'ai appelé le care gap un petit peu plus tôt. C'est-à-dire, voilà, c'est s'assurer que tout le monde a la bonne éducation ou qu'on connaît les bonnes réponses aux bons problèmes. Et la troisième partie, c'est vraiment responsabiliser les patients et les acteurs de santé en leur donnant des outils d'éducation, en leur donnant des applications qui leur permettent d'interagir, d'avoir leurs questions, d'avoir des réponses à leurs questions, etc. Eh bien, merci beaucoup. On peut t'applaudir. Merci beaucoup, Fabrice Boquillon. Merci à tous. On a quelques instants pour des questions. Si vous souhaitez, n'hésitez pas. Oui, bien sûr, le micro arrive. N'hésitez pas à le rapprocher très, très proche. Bonjour, merci pour la présentation. Vous avez parlé de targeting avec l'application. Et est-ce que aussi il y a de l'éducation thérapeutique dans l'application? De l'éducation thérapeutique, oui. Notamment pour les injections Oui. Alors c'est une bonne question. En fait, quand je parle d'application, en fait c'est des conteneurs. Et ce qu'on fait, c'est d'essayer d'apporter le bon contenu au bon moment. Donc quelqu'un qui va au départ, par exemple, démarrer une thérapie, télécharger l'application, etc. Là, si c'est une thérapie qui implique une injection, je continue d'utiliser le même exemple, le premier contenu qu'ils vont voir la première fois sur la première page, c'est comment s'injecter correctement. Et c'est des gestes qui sont simples pour les professionnels et pas triviaux du tout pour le commun des mortels. Par exemple, en général, les produits qu'on s'auto-injecte, ils sont au frigo et une injection froide, ça fait extrêmement mal. Donc c'est expliquer aux gens, là il faut le sortir du frigo, on démarre un chronomètre et on attend 45 minutes. Voilà, c'est des choses comme ça. Et ensuite, une fois que la personne est acclimatée, confortable avec ces étapes, on passe à d'autres choses. Et par exemple, des gens qui sont sur un traitement immunologique, on leur apporte des contenus pour comprendre qu'est-ce que l'immunologie, et voir par exemple dans le cas d'asthme qui est un problème d'immunologie sur la page la première page de l'app, ils vont voir en permanence, ils vont recevoir des alertes si on détecte des allergènes, donc on est connecté sur la météo, des choses comme ça. Donc en fait le contenu il est toujours adapté aux besoins du moment. Une autre question? Oui, bonjour. Il faut que vous l'approchiez vraiment très près. Ouais. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais une question sur la place du praticien dans ce processus, on va dire, de suivi du soin. Est-ce que vous pensez, vous avez parlé tout à l'heure de responsabiliser les patients ainsi que les professionnels de santé. Est-ce que vous trouvez que les praticiens auront un rôle important, notamment de médiation, justement, sur comment utiliser, on va dire, comment utiliser au mieux cette application, quand consulter pour tel ou tel signe d'alerte? Oui, alors c'est une bonne question. Et encore une fois, on approche tout ça avec un angle intelligence artificielle. Et le but, c'est pas de remplacer l'humain. Le but, c'est de l'assister et de lui donner les bons contenus. En fait, si vous allez sur Google aujourd'hui, Dr Google, il y a 1 million d'informations sur chaque symptôme que vous pouvez trouver. Le problème, c'est qu'il y a très peu de bonnes informations.
Et en fait, ce qu'on essaye de faire, c'est d'équiper les patients pour qu'ils puissent répondre à leurs questions dans un premier temps, mais équiper les médecins, c'est Acceleraire, en fait, on le distribue aux médecins, et gratuitement évidemment, mais pour les aider à faire un pré-diagnostic, et qu'au lieu qu'ils aient à fouiller dans des centaines de pages et de bases de données et de livres, etc., leur donner un accès plus immédiat à une information qui est de qualité scientifique. Donc la place du médecin reste la même. On ne remplace pas le médecin. On l'équipe avec des outils qui lui permettent d'être plus précis, plus tôt. On prend une dernière question. Oui. Et après, Fabrice, tu es à disposition en quelques minutes, si tu veux bien. Dernière question. Oui, bonjour. Putain, ça fait bizarre. Moi, j'avais une question par rapport à la gestion des données diagnostiques. Est-ce que du coup, ça va être conservé par les entreprises du coup à des fins professionnelles, ou est-ce que, je sais pas, par exemple, les données peuvent être revendues à d'autres entreprises, et comme des fois ça peut être des données sensibles, je me posais la question du coup. Alors, je ne vais pas pouvoir parler des entreprises, je vais me limiter à Sanofi. Les données qu'on acquiert avec tous ces outils, on les stocke, mais on fait ce qu'on appelle, on les déidentifie. Okay, elles sont complètement anonymisées et d'une façon extrêmement stricte. Donc il y a deux grandes classes de lois et de systèmes de régulation dans le monde. Il y en a un qui s'appelle HIPAA, qui est le système américain, et il y en a un qui s'appelle GDPR, et qui est le système européen. RGPD pour nous. RGPD, GDPR. RGPD pour RGPD, nous, en français. ok, désolé. Non, mais tout va bien. Donc on utilise ces deux conventions et ces deux frameworks pour s'assurer que l'information est parfaitement déidentifiée. Ensuite, on l'utilise pour faire l'entraînement de nos algorithmes. D'accord ? Et alors, on ne la revend jamais, on ne la partage jamais. Il est clair que quand on utilise cette information, on le fait avec un consentement écrit des patients. Donc, par exemple, dans l'application, première chose qu'on demande quand on s'enregistre, c'est est-ce qu'on va pouvoir utiliser cette info à des fins d'entraînement d'algorithmes. Et c'est hyper important parce que l'IA, in fine, c'est que des algorithmes qui tournent sur de la donnée. Et sans la donnée, on ne peut pas les entraîner, ces algorithmes. Et si on ne les entraîne pas, ils ne sont pas meilleurs que Dr Google. Merci beaucoup, un grand bravo à toi et aux équipes. Merci. N'hésitez pas, bien sûr, à visiter notre stand. Il y a beaucoup d'innovations à découvrir. Une fantastique voiture qui va courir les 24 heures du Mans ce week-end. La jumelle de cette voiture, un superbe partenariat au niveau de la performance, au niveau de la vitesse, qui est avec McLaren, que Sanofi a depuis quelques années avec McLaren. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à revenir dans 15 minutes. Nous avons une prochaine session et on parlera des accélérateurs de Sanofi. Merci à vous d'être avec nous. Profitez bien.